Il y a des adresses à Miami qui portent encore les cicatrices de l'histoire. Des parcelles de terre où l'herbe pousse sur des secrets enterrés. North Bay Road est l'une d'elles. Aujourd'hui, ce n'est qu'un terrain vide face à la baie de Biscayne. Un espace vacant balayé par les vents salins. Mais ce silence est trompeur. Il est lourd, hanté par les échos d'un empire bâti sur la poudre et le sang. C'est ici que se dressait la forteresse de la reine de la cocaïne, Griselda Blanco. Son histoire ne commence pas sous le soleil de Floride, mais dans la misère crasse de Carthagène, en Colombie, là où la faim est une leçon et la violence, un langage. À 11 ans, alors que les autres enfants jouent, Griselda apprend le pouvoir. Elle participe à l'enlèvement d'un garçon issu d'une famille riche. Quand la rançon n'arrive pas, c'est elle qui appuie sur la détente. Un acte fondateur. Une déclaration de guerre au monde qui l'avait mise au rebut. La prostitution, les abus. Chaque humiliation a forgé en elle une aversion pathologique pour la soumission. Son traumatisme n'a pas engendré la faiblesse. Il a créé un prédateur. Au sommet de sa gloire, l'empire de Griselda Blanco générait une somme défiant l'entendement. 80 millions de dollars. Par mois. Une marée d'or sale qui a inondé Miami, transformant la ville en son royaume personnel. Mais chaque billet est détaché. Car ce trône n'était pas fait de velours, mais de cadavres. On lui attribue l'ordre de plus de 200 assassinats. Un chiffre si brutal qu'il en devient abstrait. Pourtant, chaque meurtre était une affaire personnelle. Une pierre de plus à l'édifice de sa terreur. Elle était la marraine, mais aussi la veuve noire. Un surnom gagné dans le sang de ses propres maris. Éliminé pour lui laisser le contrôle absolu. Son palais de North Bay Road était le cœur de cet empire. Acheté au début des années 80 pour environ 650 000 $. Une somme qui représenterait aujourd'hui près de 2,4 millions de dollars. Il était bien plus qu'une maison. C'était une forteresse de plus de 680 mètres carrés. Un scène de théâtre pour sa mégalomanie. Les sols en marbre italien, froid comme ses décisions. Les portails en fer forgé, frappés de ses initiales. Comme le sceau d'un monarque. Un escalier monumental, conçu pour des entrées théâtrales, et un quai privé, porte dérobée par laquelle la mort et la fortune arrivaient par bateau rapide, dans le secret de la nuit. L'entretien de cette citadelle du crime coûtait plus de 50 000 $ par mois, l'équivalent de 185 000 $ actuels, une somme obscène, tandis que Griselda organisait des fêtes où le champagne coulait à flot, des célébrations à plus de 100 000 $ la nuit, soit 370 000 $ d'aujourd'hui, assez pour nourrir tout un quartier de sa vie natale pendant un an. Le citoyen moyen de Miami gagnait à peine 12 113 $ par an. Le pistolet plaqué or avec une crosse en émeraude qu'elle portait à la ceinture valait plus que toute une vie de travail honnête. C'était là toute la philosophie de Griselda Blanco. Un luxe tabageur financé par une misère indicible. Mais les murs de ce manoir n'étaient pas seulement les témoins de l'opulence. Ils étaient complices. Des compartiments secrets dissimulaient des millions en espèces et des kilos de cocaïne. La rumeur d'un tunnel d'évasion menant au cas murmurait sa paranoïa. Une chambre forte, déguisée en dressing, attendait l'assaut final. Dans les salons, au milieu des miroirs et des dorures, elle était la reine. Dans les sous-sols, elle devenait le bourreau. Le même lieu abritait la fête et la salle de torture. Car dans le monde de Griselda Blanco, l'or et le sang n'étaient jamais très éloignés. Ils étaient les deux faces de la même pièce maudite, la monnaie de son royaume de ruines. Il y a une loi non écrite dans les empires. Le pouvoir absolu n'est pas une forteresse. C'est une cage. Une cage dorée, certes, mais dont les barreaux sont forgés dans la paranoïa et cimentés par le sang. Et lorsque le monarque qui y règne naît de la misère la plus brutale, cette cage devient une chambre de torture, où les échos des traumatismes passés se mêlent aux cris des victimes présentes. L'histoire de Griselda Blanco n'est pas celle d'une ascension, mais d'une descente méticuleusement orchestrée au cœur des ténèbres, un trône érigé sur une montagne de poudre et de cadavres. Imaginez North Bay Road, au début des années 80. Le son du champagne qui déborde des coupes en cristal se mêle à la salsa qui s'échappe des portes-fenêtres ouvertes sur la baie de Biscayne. Des panthères de bronze gardent une entrée où se pressent politiciens, stars et tueurs. À l'intérieur, le marbre italien, froid sous les pieds, reflète les lustres et les montagnes de cocaïne disposées sur des miroirs. Au centre de ce chaos opulent, une reine, la marraine. Son rire résonne, couvrant le bruit des hors-bords qui accostent discrètement à son quai privé, déchargeant la mort et la fortune dans le silence de la nuit. Maintenant, revenez à aujourd'hui, au même endroit. Il n'y a plus rien. Le marbre a été pulvérisé, les portails arrachés, la forteresse rasée jusqu'en fondation. Seul subsiste un terrain vague, une cicatrice sur le visage luxueux de Miami Beach. Le vent salin balaye l'herbe folle qui pousse là où se trouvait la salle du drone. Le silence est total, mais il n'est pas paisible. C'est un silence lourd, assourdissant, imprégné des secrets que la terre a tenté d'avaler. C'est le silence qui suit un massacre.
la ruine invisible d'un empire bâti sur du sable blanc. L'ampleur de cet empire défie l'entendement. À son apogée, il générait 80 millions de dollars par mois. Ce n'est pas un chiffre, c'est une déclaration de guerre à la réalité elle-même. En valeur actuelle, cela représenterait une inondation de près de 300 millions de dollars inondant ses coffres chaque 30 jours. Une fortune colossale, dont chaque billet portait l'empreinte d'une brutalité sans nom, finançant un luxe si obscène qu'il en devenait une insulte. L'histoire de cet argent est celle que nous allons raconter. Une histoire de compartiments secrets, de trahison et d'une violence si extrême qu'elle a redéfini les lois de la pègre. Avant de plonger dans les abysses, une question pour mesurer la démesure du personnage. Griselda Blanco vénérait le pouvoir au point de brouiller la frontière entre la réalité et la fiction la plus sombre. Savez-vous quel nom, tiré d'un célèbre film de gangster, a-t-elle osé donner à son plus jeune fils? La réponse révèle tout de sa psyché. Partagez votre idée dans les commentaires. Pour comprendre le monstre, il faut d'abord exhumer l'enfant. Revenir là où tout a commencé. Non pas dans les éclats de néon de Miami, mais dans la fange et la puanteur des bidonvilles de Carthagène. Là où le soleil ne réchauffe pas, il cuit la misère. Griselda Blanco est née dans ce monde sans espoir, une dette sur pattes dès son premier souffle. Pour elle, l'enfance n'a pas été une saison, mais une sentence. La faim était son enseignante, la violence son unique dialecte. Le corps d'une jeune fille est une monnaie d'échange dans les rues où elle a grandi. Le sien a été volé, abusé, vendu, avant même qu'elle ne comprenne sa propre valeur. Chaque humiliation, chaque main brutale, chaque regard méprisant n'a pas creusé en elle une tombe pour sa dignité, mais a forgé les barreaux de sa future rage. Le traumatisme n'a pas brisé Griselda. Il l'a affûtée. Il a transformé la peur en une arme froide et a fait naître en elle une conviction absolue. Elle ne serait plus jamais une proie. Elle deviendrait le prédateur ultime. Cette haine pathologique de la soumission, cette aversion viscérale pour la faiblesse, s'est cristallisée dans ses yeux d'enfant. Le monde lui avait appris que la pitié était une illusion pour les riches. Le pouvoir, le vrai pouvoir, ne se demandait pas, il s'arrachait. Et elle allait l'arracher avec ses dents, avec ses ongles, et s'il le fallait, avec une balle. Chaque cicatrice sur sa peau était un rappel, chaque insulte un serment. Le monstre n'est pas né de rien. Il a été sculpté, pièce par pièce, par un monde qui ne lui avait laissé que deux choix. Être écrasé ou écrasé. Le point de bascule arrive à 11 ans, un âge où les cauchemars se limitent à l'obscurité sous le lit. Pour Griselda, le cauchemar c'était la lumière du jour, la réalité de sa condition. Avec d'autres enfants des rues, elle participe à l'enlèvement du fils d'une famille aisée. C'est un jeu au début, un jeu cruel pour de l'argent. Mais quand la rançon ne vient pas, le jeu s'arrête. La panique s'installe chez les autres, pas chez elle. Dans le silence tendu, Griselda prend une décision qui scellera son destin. Elle prend l'arme. Elle appuie sur la détente. Ce n'est pas un acte de colère, c'est un calcul. C'est la première pierre de son empire, posée dans le sang d'un autre enfant. À cet instant précis, elle comprend la règle fondamentale de son existence. La vie humaine a un prix, et elle est la seule à pouvoir le fixer. L'Amérique, avec ses promesses d'or et de réinvention, l'appelle. Elle arrive à New York non pas comme une immigrante en quête de rêve, mais comme une conquérante en quête de territoire. La cocaïne est la nouvelle religion, et elle en deviendra la grande prêtresse. Son génie n'est pas seulement dans la violence, mais dans l'innovation. Elle voit une faille dans le système machiste du trafic. Personne ne se méfie des femmes. Elle conçoit alors l'impensable. Elle crée une ligne de lingerie sur mesure, des sous-vêtements dotés de compartiments sucrés, transformant des dizaines de jeunes femmes en mules invisibles, en chevaux de Troie transportant des kilos de poudre blanche à travers les frontières. Son ascension est fulgurante, brutale. Chaque quartier conquis est un cimetière. Chaque concurrent éliminé est un message. Elle ne négocie pas, elle impose. Elle ne partage pas, elle annexe. Son nom commence à murmurer dans les bas-fonds, puis à grander. Griselda, la marraine. Elle n'est plus la victime de Carthagène, elle est une force de la nature, une tempête de cupidité et de violence qui balaie tout sur son passage. Les premiers millions s'entassent, une fortune bâtie sur l'ingéniosité et la cruauté sans limite. Mais pour asseoir un pouvoir absolu, il faut une couronne, et la sienne sera tachée du sang le plus intime. Ses maris, partenaires dans le crime, deviennent des obstacles, des hommes qui pensent la contrôler, la posséder. Ils sous-estiment la profondeur de sa blessure originelle, son besoin viscéral de n'être soumise à personne. Le premier, puis le deuxième, sont éliminés, froidement, efficacement. Elle ne laisse derrière elle aucune veuve éplorée, mais une prédatrice qui dévore son partenaire après l'accouplement. C'est ainsi que naît la légende de la veuve noire. Chaque meurtre n'est pas seulement un gain de pouvoir, c'est un acte de vengeance symbolique contre tous les hommes qui l'ont un jour dominé. Elle prend le contrôle total de leurs affaires, de leurs routes, de leur fortune. Elle prouve au monde de la pègre qu'une femme peut être plus impitoyable, plus intelligente et plus terrifiante que n'importe quel parrain. La transgression n'est plus un moyen, c'est devenu sa signature. Il n'y a plus de retour en arrière. Le trône est désormais à elle, et à elle seule. Un trône macabre, dont les pieds baignent déjà dans le sang de ceux qu'elle a un jour prétendu aimer. Miami n'était pas assez grande pour l'ego de Griselda Blanco. Son ambition, forgée dans la boue et le sang, exigeait plus qu'un simple toit. Elle exigeait un monument, un temple à sa propre gloire, une forteresse pour défier le monde qu'il avait autrefois méprisé. C'est sur North Bay Road, face aux eaux calmes de la baie de Biscayne,
qu'elle a trouvé la toile de son chef-d'œuvre macabre. L'achat, au début des années 80, pour 650 000 $, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à près de 2,4 millions de dollars, n'était que l'acompte de sa démesure. Chaque pierre de cette citadelle a été posée comme une insulte au passé. Le marbre n'était pas simplement du marbre, il était importé d'Italie, froid et impitoyable comme ses décisions, ses veines grises rappelant les cicatrices d'une vie de combat. Les portails n'étaient pas des simples barrières, ils étaient en fer forgé, lourds, menaçants, frappés de ses initiales comme le sceau d'un monarque sur son territoire. Ce n'était pas la construction d'une maison, c'était l'édification d'un empire, la matérialisation en pierre et en mortier d'une volonté de puissance absolue. Sur un terrain de près d'1 hectare, la structure de plus de 680 mètres carrés s'est élevée, non pas comme une demeure, mais comme une déclaration. Une forteresse de style espagnol, dont l'architecture même était une contradiction, des arches gracieuses dissimulant une brutalité sans nom. Le coût de cette affirmation de soi était obscène. L'entretien seul engloutissait plus de 50 000 $ par mois, l'équivalent de 185 000 $ actuels. Une hémorragie dorsale pour maintenir en vie le cœur battant de son royaume de ruines. Franchir le seuil, c'était pénétrer dans l'esprit même de Griselda. Passé les panthères de bronze qui montaient la garde, figés dans une posture d'agression éternelle, on était accueilli par un escalier monumental. Il n'était pas conçu pour monter ou descendre, mais pour paraître, pour que la reine puisse faire des entrées théâtrales, dominant de sa présence chaque invité, chaque ennemi. Chaque pas sur le marbre poli résonnait dans le silence, un écho glacial dans les vastes salles. Les salons de réception étaient un labyrinthe de miroirs et de dorures, une opulence calculée pour étourdir, pour intimider. Le velours rouge des canapés semblait avoir absorbé la couleur du sang qui finançait chaque fil. Il n'y avait pas de chaleur ici, pas de confort. Chaque objet, chaque meuble criait sa valeur, son coût. L'air lui-même semblait lourd, saturé du parfum capiteux des fleurs fraîches et de l'odeur métallique presque imperceptible, de la peur. Les baies vitrées offraient une vue imprégnable sur la baie, mais ce n'était pas un paysage que Griselda contemplait, c'était son artère commerciale. De là, elle pouvait surveiller son quai privé, la porte dérobée de son empire. C'était par cette eau sombre que la fortune et la mort arrivaient en hors-bord, glissant sans bruit dans le secret de la nuit, apportant des cargaisons de cocaïne qui allaient empoisonner les veines de l'Amérique. La piscine, d'un bleu irréel, n'était pas un lieu de détente, c'était une scène. Le théâtre de fêtes légendaires, où le champagne coulait à flots depuis des fontaines, où des montagnes de cocaïne étaient disposées sur des plateaux d'argent comme de vulgaires amuse-gueules. Des célébrations qui coûtaient plus de 100 000 $ la nuit, l'équivalent de 370 000 $ aujourd'hui. Une somme capable de nourrir pendant 1 an le quartier misérable de Carthagène qu'il avait vu naître. La vie dans le manoir était un ballet parfaitement orchestré de luxe et de terreur. Des dizaines d'employés se déplaçaient comme des ombres, les yeux baissés, le silence étant la condition de leur survie. Ils servaient des repas fastueux sur de la porcelaine fine, polissaient l'argenterie et nettoyaient les taches que personne ne devait voir. Ils étaient les témoins muets d'un règne dont la splendeur reposait sur une fondation de cadavres. Griselda trônait au milieu de ce chaos opulent. Un jour, elle était la matriarche généreuse, offrant des cadeaux extravagants. Le lendemain, elle était le bourreau paranoïaque. Son humeur changeait avec la même rapidité qu'un éclair dans le ciel d'eau floride. Son pistolet plaqué d'or, avec sa crosse incrustée d'émeraude, n'était jamais loin. Cette arme seule valait plus que ce qu'un citoyen ordinaire de Miami, avec son salaire annuel moyen de 12 114 $, ne gagnerait en toute une vie de labeur honnête. C'était là toute la philosophie de Griselda. Son luxe était une arme, une insulte au monde des hommes qu'elle avait juré de dominer. Mais la véritable nature de la forteresse se révélait lorsque les lumières des fêtes s'éteignaient. Les murs n'étaient pas aussi solides qu'ils en avaient l'air. Ils étaient creux. Des compartiments secrets, dissimulés derrière des bibliothèques ou des lambris, vomissaient des millions de dollars en espèces, des bijoux et des kilos de cocaïne sur simple pression d'un bouton. La richesse de l'Empire n'était pas à la banque, elle était dans les entrailles même de la maison. La paranoïa de la reine avait aussi son architecture. Une rumeur persistante parlait d'un tunnel d'évasion, une voie de secours reliant le sous-sol directement au quai privé. Une garantie de pouvoir s'échapper vers la baie si jamais les murs de son empire venaient à s'effondrer. Elle savait que chaque brique de son palais était cimentée par la haine et la jalousie, et elle se préparait à la trahison inévitable. La pièce maîtresse de cette forteresse intérieure était sa suite parentale. Derrière l'apparence d'un dressing opulent se cachait une porte dérobée, menant à une chambre forte, un refuge blindé d'acier, une panic room, où la reine pouvait se retrancher en cas d'assaut. C'était l'ultime sanctuaire, le cœur de sa méfiance, un aveu en acier que même au sommet de sa puissance, elle n'était jamais en sécurité. Car dans le monde de Griselda Blanco, le salon de réception et la salle de torture n'étaient séparés que par une porte. Les mêmes couloirs qui voyaient passer des politiciens et des célébrités voyaient aussi traîner des hommes suppliants, en route vers les sous-sols. Le son de la salsa était remplacé par les échos des cris. Le manoir n'était pas seulement le centre névralgique de son trafic, il était aussi son abattoir personnel. L'or et le sang cohabitaient, se mélangeant sur le marbre froid, la monnaie unique de son royaume maudit. Les empires ne s'effondrent pas sous le poids de leurs ennemis, mais sous celui de leur propre arrogance. Pour Griselda Blanco, l'hubris a pris la forme d'une fusillade en plein jour,
au cœur d'un temple de la consommation américaine, le Dadeldan Mall. En 1979, en ordonnant à ses sicarios d'ouvrir le feu dans un magasin de spiritueux bondé, elle n'a pas seulement éliminé des rivaux, elle a brisé un pacte tacite. Elle a craché au visage de l'ordre public, transformant sa guerre de la drogue privée en un acte de terrorisme intérieur. Ce massacre fut son erreur fatale. La DEA, jusqu'alors concentrée sur les parrains, a vu en elle une menace existentielle. Griselda n'était plus une criminelle, elle était un cancer. Le siège a alors commencé, non pas avec des béliers et des troupes d'assaut, mais avec le lent et méthodique resserrement d'un étau invisible. Dans son palais de North Bay Road, l'air s'est raréfié. Chaque appel téléphonique pouvait être sur écoute, chaque nouvel employé un informateur. La forteresse n'était plus un sanctuaire, c'était devenu une cage. La paranoïa, nourrie par sa consommation effrénée de Basuco, a dévoré les derniers vestiges de sa raison. Les nuits étaient sans sommeil, passées aérées dans les couloirs de marbre, une mitraillette à la main, sursautant à chaque ombre. Les alliés d'hier devenaient les traîtres de demain, exécutés sur un simple soupçon, pour une dette imaginaire. Les murs dorés de la cage se sont transformés en miroirs, ne lui renvoyant que l'image du monstre qu'elle était devenue, seule, au sommet d'un empire de fantômes. Le colosse ne s'est pas effondré à Miami, au milieu des flammes et des tirs. La fin de Griselda Blanco fut pathétique, presque banale. En 1985, après mois de traque, l'agent de la DEA, Robert Palombo, la localise. Non pas dans sa forteresse, mais dans une modeste maison de banlieue à Irvine, en Californie. Un lieu anonyme, choisi pour se fondre dans la masse. Mais le sang laisse des traces, que même l'anonymat ne peut effacer. Il n'y a pas eu d'assaut spectaculaire. Juste le bruit d'une porte sur laquelle on frappe à l'aube. Palombo, seul, face à la porte. Quand elle s'ouvre, ce n'est pas la reine de la cocaïne qui apparaît. C'est une femme vieillissante, sans maquillage, vêtue d'une simple chemise de nuit. Le regard vide, le visage bouffé par la drogue et le manque de sommeil. Il n'y a pas de résistance, pas de pistolet en or, pas de dernière tirade défiante. Le moment de l'effondrement est silencieux, presque décevant. La marraine, la veuve Nord, la terreur de deux continents, se rend sans un mot. Le son qui brise le silence du matin californien est le clic métallique des menottes se refermant sur ses poignets. L'empire de 80 millions de dollars par mois ne s'est terminé par une explosion, mais par le murmure d'un agent lisant ses droits à une femme qui avait cru pouvoir écrire ses propres lois. Le démantèlement de l'empire fut aussi brutal de son édification. Pendant que Griselda était derrière les barreaux, les vautours se sont abattus sur sa carcasse. Les agents fédéraux ont investi la forteresse de North Bay Road, non pas comme des invités, mais comme des fossoyeurs. Ils ont arraché les lambris, éventré les murs, à la recherche des compartiments secrets. Des millions de dollars, des kilos de cocaïne et des bijoux ont été sortis des entrailles de la maison, non plus comme des trésors, mais comme des pièces à conviction. Le luxe obscène est devenu une scène de crime. La porcelaine fine a été mise sous scellé, les panthères de bronze confisquées. Le nom de Blanco, autrefois murmuré avec crainte, est devenu une infamie. Ses lieutenants se sont retournés contre elle pour sauver leur peau. Ses routes commerciales ont été annexées par des rivaux, et sa fortune, disséminée aux quatre vents, a disparu dans les poches des avocats, des traîtres et de l'État. L'Empire s'est évaporé aussi vite que la fumée du bazooko. Aujourd'hui, si vous cherchez le palais de la reine sur North Bay Road, vous ne trouverez rien. Pas de ruines romantiques, pas de musée du crime, rien. Après des années d'abandon, où il est devenu une attraction pour les chasseurs de fantômes et les curieux morbides, le manoir a été acheté pour 9,65 millions de dollars. Puis, en 2014, il a été rasé, pulvérisé, effacé de la surface de la terre. Là où se dressait la forteresse de marbre et de sang, il n'y a plus qu'un terrain vague, une parcelle d'herbe nue face à la baie de Biscayne. Le sol a été nettoyé, comme si la terre elle-même avait tenté de vomir la souillure de son règne. Le silence qui y règne n'est pas paisible. C'est le silence lourd et pesant d'une tombe profanée, un vide physique qui reflète le vide moral de ce qui s'y est jadis dressé. La malédiction de Griselda ne s'est pas arrêtée au mur de sa maison, elle a coulé dans les veines de sa propre lignée. La violence qu'elle avait exportée à travers le monde est revenue frapper à sa porte, réclamant son dû en sang. Sur ses 4 fils, 3 ont été assassinés, fauchés par les balles de guerre qu'elle avait elle-même déclenchées. La dynastie qu'elle rêvait de bâtir a été anéantie. Seul survit Michael Corleone Blanco, le fils qu'elle avait nommé en l'honneur d'un parrain de fiction. Il vit aujourd'hui de l'héritage le plus toxique qui soit, l'infamie. Monnayant le nom de sa mère dans des émissions de télé-réalité, il est le dernier vestige d'un empire dont la seule richesse restante est une histoire macabre. L'empire de Griselda Blanco, bâti sur de la poudre blanche, est littéralement retourné à la poussière. Son trône, érigé sur des cadavres, a été souillé par le sang des siens, prouvant que la violence qui forge un empire est la même qui le dévore. Alors que le vent balaie l'herbe sur le terrain vide de North Bay Road, une question demeure, aussi obsédante que le silence. Un monstre comme Griselda est-il une anomalie de la nature, ou le produit inévitable d'un monde qu'il a d'abord prisé ?